Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'erreurs de mesure. On va réaliser de manière indépendante deux mesures de la masse d'un même objet. On va supposer que l'erreur commise à chaque mesure suit la loi d'une variable aléatoire dont une densité est donnée par la fonction f qui à t associe la moitié de l'exponentielle de moins valeur absolue de t. Donc c'est une densité qu'on a rencontrée par hasard déjà dans l'émission précédente. Et donc le but, ici, c'est de déterminer la probabilité que les deux mesures qu'on a effectuées de cette masse ne diffèrent pas de plus qu'une quantité donnée. Donc je vais clarifier ça, tu verras, c'est beaucoup plus clair cette fois quand on l'explique avec des symboles mathématiques, plutôt qu'en lisant cette étrange phrase. Donc avant ça, je vais tracer la densité des variables aléatoires qui permettent de modéliser l'erreur commise à chaque mesure, donc ça donne cette densité-là, et on dit qu'une variable aléatoire qui admet une telle densité suit une loi exponentielle bilatérale. Et donc tu peux retrouver très facilement, c'est un exercice assez simple, qui permet de démontrer que si tu as deux variables aléatoires qui suivent une loi exponentielle de paramètre 1, alors u-v va suivre cette loi exponentielle bilatérale. Bien entendu, on suppose ici que u et v sont indépendantes. Alors déjà on va se demander, est-ce que c'est crédible de modéliser l'erreur de mesure grâce à une loi exponentielle bilatérale? Eh bien en fait c'est plus ou moins crédible parce que ça prend en compte le fait qu'on puisse se tromper autant d'un côté que de l'autre. Alors bien entendu, le support de la loi exponentielle bilatérale c'est R, et donc du coup il est hautement improbable que pour mesurer un objet qui mesure 5 kg, je trouve 375 millions, mais peu importe puisque l'exponentielle décroît suffisamment vite pour que la modélisation ici soit quand même d'une certaine qualité. Alors commençons l'exercice. On va prendre un réel positif, donc c'est la quantité donnée dont il est question dans le but, et je vais prendre grand X et grand Y, deux variables aléatoires indépendantes de densité f, puisqu'on me dit que les mesures sont réalisées de manière indépendante. Et donc mon but, c'est de calculer la probabilité que la valeur absolue de la différence entre grand X et grand Y soit plus petite que A. C'est ça que voulait dire la phrase que j'essayais de mettre en français. Alors comme dans l'émission précédente, eh bien en fait la difficulté c'est pas vraiment la valeur absolue, c'est tout simplement cette différence qui est entre x et y, puisqu'elle signifie soit l'emploi d'une stabilité par somme de certaines lois, soit un produit de convolution. Et ici, eh bien ça va être un produit de convolution. Donc je vais dire que les variables aléatoires x et moins y sont indépendantes, et que la densité de la loi exponentielle bilatérale qu'on a donnée est bornée. Et donc que par produit de convolution, une densité de la différence est donnée par la fonction g que j'obtiens par ce produit de convolution-là, et en fait, je peux dire que la densité de moins y, je peux me ramener tout de suite à la densité de y, en disant qu'en fait, je peux prendre la même densité. Parce que cette densité-là, de la loi exponentielle bilatérale, elle est paire. Et donc quand je procède à ma transformation affine de densité, normalement je tombe sur fy de u moins t, qui vaut du coup fy de t moins u. Alors ça c'est pour la partie mathématique. Maintenant pour la partie compréhension, ce que ça veut dire, c'est que x moins y et x plus y ont même loi. Ça veut dire que si je fais la différence entre les deux erreurs et la somme entre les deux erreurs, ça fait la même loi. Et ça paraît logique, puisqu'en fait, de toute façon, j'ai autant de chances de faire une erreur d'un côté que de l'autre. Donc que je retranche y ou que j'ajoute y, ça ne doit rien changer. Et donc maintenant, je peux remplacer fx et fy par leur expression, qui n'est rien d'autre que la fonction f, pour obtenir cette intégrale. Maintenant, l'idée, quand j'ai un produit de convolution, c'est regarder où est-ce que la fonction intégrée est non nulle. Mais là, c'est pas de chance, parce que c'est deux exponentielles, donc de toute façon, j'intégrerai une fonction non nulle, quelle que soit la valeur de t que je choisisse. Maintenant, c'est autre chose que je vais regarder, et ça vient d'un autre automatisme. Quand je dispose de valeurs absolues à l'intérieur d'une intégrale, ma priorité, en général, c'est d'essayer de faire des disjonctions de cas pour ne pas traiter avec ces valeurs absolues. Donc ici, exponentielle de moins valeur absolue de u, eh bien j'aurais envie de distinguer les cas u positif et u négatif. Autrement dit, je vais couper l'intégrale en zéro grâce à la relation de Chasles pour pouvoir faire sauter cette valeur absolue. De la même manière, j'ai valeur absolue de t moins u, donc j'ai envie de couper l'intégrale en u égale t. Comme ça j'aurai une partie en t moins u et une partie en u moins t. Et en fait la question qui se pose, c'est dans quel ordre? Est-ce que je fais de moins l'infini à 0, puis de 0 à t, puis de t à plus l'infini? Ou est-ce que je fais l'autre ordre, en inversant 0 et t. Et en fait, tout ça, ça va vraiment dépendre du signe de t. Alors, je vais distinguer du coup deux cas. Je vais dire que si t est strictement négatif, eh bien, je vais dire que 4 fois g de t, donc le 1/4, je l'ai fait passer de l'autre côté, ça vaut cette somme d'intégrales. Donc, j'ai fait moins l'infini, puis t, puis 0, puis plus l'infini. Et j'ai remplacé à chaque fois les valeurs absolues par leurs expressions sans valeur absolue. Et donc, si tu calcules ça, donc les primitifs sont très simples à obtenir, on tombe finalement sur 1/4 de 1 moins t fois exponentielle de t.
De la même manière, si t est positif, eh bien tu peux calculer, en découpant r selon moins l'infini, 0, t et plus l'infini, que g de t ça va faire 1/4 de 1 plus t fois exponentielle moins t. Et en fait, ce qu'on obtient au final, et c'est pas étonnant du tout, c'est qu'on peut rassembler ces deux expressions-là sous une même expression, qui est valable pour tout réel t, en disant que g de t, c'est 1/4 de 1 plus valeur absolue de t, fois exponentielle de moins valeur absolue de t. Et en fait, ça paraît très naturel, en faisant la somme de deux erreurs qui sont elles-mêmes réparties équitablement, négativement et positivement, d'obtenir une densité qui est paire. Alors on peut toujours contrôler le résultat, puisque je vois une exponentielle, je suis pas forcément très rassuré, mais en fait ici, quand t tend vers moins l'infini ou t tend vers plus l'infini, eh bien l'exponentielle de toute façon tend vers 0, et donc par croissance comparée j'aurai la densité qui tendra vers 0 en moins l'infini et en plus l'infini. Et donc ça paraît extrêmement crédible pour une densité. Alors maintenant j'ai presque terminé, puisque j'ai entre guillemets la loi de grand X moins grand Y, puisque j'ai une densité, maintenant il me faut considérer ses valeurs absolues. Et là encore une fois c'est très simple, je vais dire que la probabilité que la valeur absolue soit plus petite que A, ça correspond exactement à la probabilité que x moins y soit compris entre moins a et a. Du coup, la probabilité qu'une variable à densité soit comprise entre moins a et a, c'est tout simplement l'intégrale de moins a à a de sa densité, sauf que la densité, on a mentionné tout à l'heure qu'elle était paire, donc je peux dire que ça fait 2 fois l'intégrale de 0 à a de g de t et dt. Ça, c'est dans le but de faire sauter les valeurs absolues. Maintenant, du coup, je peux faire rentrer le 2 à l'intérieur qui va simplifier avec le 1/4 pour obtenir cette expression-là. Et ici, je peux procéder à une intégration par partie en dérivant l'expression polynomiale de degré 1 et en intégrant l'exponentielle. Donc je rédige pas, mais il faut mentionner que ces fonctions-là sont de classe C1 sur le segment 0a. Si je poursuis le calcul, eh bien j'obtiens cette expression-là, donc j'obtiens la somme de tous ces termes. Et si je simplifie, j'obtiens tout simplement que le résultat souhaité, c'est 1 moins a plus 2 sur 2 fois exponentielle de moins a. Ça, c'est la probabilité PA. Alors maintenant, on peut toujours contrôler ce résultat-là. Alors bien sûr, c'est pas un résultat qui est aussi explicite que dans les émissions précédentes, mais on peut toujours se demander est-ce que c'est crédible. Et bien déjà, si a égale 0, on peut se rendre compte que la probabilité est nulle. Et c'est bien normal, parce qu'en fait ici on demanderait que les deux mesures effectuées ne diffèrent pas du tout. Donc d'obtenir exactement la même erreur de mesure à chaque fois. Mais comme c'est des variables à densité, c'est normal que ça fasse 0. Et au contraire, quand a tend vers plus l'infini, eh bien je demande que les deux mesures effectuées ne diffèrent pas de plus l'infini, donc c'est toujours vérifié, et effectivement par croissance comparée, j'obtiens bien que PA tend vers 1 lorsque A tend vers plus l'infini. C'est quelque chose qui paraît tout à fait crédible. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.